Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Lilia Brahim et Eskander Fourati, qui sont tous les deux des étudiants aux États-Unis. Ils vont commencer par se présenter dans pas longtemps. Et aujourd'hui, on aborde vraiment les études vraiment prestigieuses aux États-Unis, puisque ce sont deux vraiment très brillants élèves qui ont réussi et qui accèdent aujourd'hui aux meilleures universités dans le monde, et qui vont vous donner des conseils et comment construire tout votre parcours pour les États-Unis. Je commence. Lilia, si tu peux commencer par te présenter. Donc bonjour à tous, je m'appelle Lilia Brahim, je suis en première année à Columbia, donc à New York. Et merci à Mehreb de nous permettre de nous exprimer aujourd'hui quant aux études aux États-Unis. Donc voilà, j'espère que tu ferais bien. Vas-y, Scandale. Bonjour, moi c'est Skander, je suis en deuxième année à Harvard, à Boston, et je salue vraiment l'initiative et j'espère que ça va vous être utile. Ok, parfait. Bah, merci à vous de vous être rendu disponible. Et on commence directement dans le vif du sujet. Et si vous commencez par présenter vos établissements respectifs. Ouais, bien sûr. Donc moi, mon université, elle est à New York, bien, enfin au milieu de la ville, donc c'est sympa. C'est un campus assez défini dans une grande ville, donc c'est cool. Je pense la différence. Donc moi, je suis dans le college, donc ce qui veut dire que mon bachelor, ce sera un bachelor of Arts and Sciences à la fin. Donc tu as un peu la liberté de prendre pas mal de cours différents. Mais à Columbia, il y a aussi une School of Engineering pour des personnes qui savent dès le début qu'ils voudraient devenir ingénieur. Donc, il y a ça. Euh, donc, c'est une université, enfin, dans la Ivy League, donc c'est des universités assez vieilles. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Enfin, quand tu es sur le campus, tu sens bien que voilà, qu'il y a un passé assez lourd et que c'est assez intéressant. Je pense qu'après, on parlera plus de l'aspect académique, mais voilà, il y a des aspects assez spécifiques à chaque université. Et par rapport à Harvard, Scandal vous dira aussi beaucoup par rapport à ça. Donc, voilà. Alors quant à moi, Harvard c'est à Boston. En fait, c'est plus précisément juste à côté de Boston, c'est à Cambridge. C'est à 20 minutes de Boston en métro. Et Cambridge, c'est une petite ville qui est vraiment super charmante. Il y a Harvard, il y a MIT qui est de l'autre côté de la rue, littéralement. C'est trop cool. C'est 15 minutes de marche à tout casser. Et puis, je trouve que c'est une petite ville très charmante. Enfin, c'est une atmosphère particulière. Tout est en briques rouges. C'est très agréable à vivre. C'est une université de taille moyenne. Le college, comme l'a dit Lilia, ce qui est enfin, les 4 premières années, un peu l'équivalent de la licence dans le système LMD. Euh, le college, on doit être 7000 étudiants. Et puis l'université en général, avec la School of Business, la Medical School, etc., doit être 20 000, Ouais. quelque chose comme ça. Ça peut être impressionnant, mais à l'échelle des universités américaines, c'est pas beaucoup. Et enfin, c'est très agréable. Ok, c'est complètement un autre monde, vraiment. Et l'une à Columbia, l'autre à Harvard. Pourquoi vous avez aujourd'hui choisi de rejoindre ces établissements? Quel est le processus qui vous a permis d'aujourd'hui d'arriver à là où, là où vous êtes arrivé? Et pourquoi, grosso modo, avoir choisi Columbia et Harvard, en quelque sorte? Vas-y, Scandal, dis-nous. Pourquoi t'es allé à Harvard? Euh, Alors, l'histoire, enfin, au début, c'était particulier. Au début, c'était pas une décision réfléchie. Au début, c'était juste moi à 13 ou 14 ans qui essaie de faire des recherches sur ce que je veux faire plus tard et qui sait pas trop quoi faire. Et enfin, c'était un peu le premier truc sur lequel je suis tombé. Et du coup, enfin, je regardais des photos et tout, et j'étais genre ouais, enfin, ça a l'air intéressant. Et puis c'est resté. Et je pense que c'est comme ça que c'est devenu un peu un objectif. Mais c'était pas très réfléchi au début. Ensuite, quand j'y réfléchis un peu plus, en fait, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est cet aspect de liberté qu'on a, à la fois de liberté et de polyvalence qu'on peut avoir sur les plans extrascolaires et académiques. Cette liberté de choisir les cours. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en y réfléchissant, l'une des premières raisons pour lesquelles je suis allé aux États-Unis, c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'étais incapable de choisir enfin, pour la prépa, entre ECS ou MP. Enfin, j'en avais vraiment aucune idée et je ne me voyais pas décider à 17 ou 18 ans. Je me suis dit,
je vais aller aux États-Unis et aux États-Unis, ils nous donnent 2 voire 3 ans en plus pour choisir. Ils nous donnent le temps d'explorer et je pense que c'est ce qui a motivé ma décision d'abord. Et puis ensuite, il y a l'aspect communautaire. Enfin, aujourd'hui, Harvard en particulier, je sais que dans ma promotion, on est 13% d'internationaux, on représente plus d'une centaine de pays et enfin, je dirais que 90% de mes amis viennent d'un peu partout dans le monde. Enfin, dans notre chambre, on a des drapeaux du Royaume-Uni, un drapeau du Brésil, un drapeau palestinien, un drapeau tunisien, sud-africain. Enfin, il y a un peu de tout. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose que, enfin, ça a son charme. Ah non, mais clairement, je suis genre, en plus, quand tu parlais, c'était exactement ça la réflexion que je m'étais faite la dernière fois. Je me suis rendu compte que, quand même, au lycée, on nous avait demandé de décider si on voulait devenir médecin ou ingénieur quand tu étais genre en première ou même en seconde, quand il fallait choisir les filières. Et après, je voyais que ici, c'est totalement accepté, c'est même respecté, et on te pousse à genre remettre en question tes a priori quand tu arrives à l'univ, tu sais que tu veux devenir ingénieur. En fait, peut-être tu seras ingénieur, mais tu auras une mineure en sciences politiques ou en littérature ou en langue, et c'est totalement normal, et c'est presque genre, on te motive à le faire. Et c'est fou de. Enfin, t'as un rendez-vous avec ton conseiller d'orientation, il te pousse à prendre un cours qui s'appelle genre danser dans les années 20 à Paris. Il y a des cours comme ça. Et Scandale, il peut vous dire, il a pris un très bon cours de danse. Je pense qu'il a grandi, évolué grâce à ce cours de danse. Mais cette liberté-là, elle est folle. Et je pense aussi, Scandale et moi, on était allés à Stanford un été. Et je crois que c'est là où je me suis rendu compte que, en parlant à des étudiants, nos staffs, c'était des étudiants aux États-Unis et tout, je me suis dit, il y avait vraiment des personnes qui parlaient, je me disais, c'est un bonheur intellectuel assez beau, quoi. Cette liberté-là, elle leur permet d'être stimulés bien différemment de ce qu'on peut avoir dans d'autres systèmes. Donc, ça nous a vraiment poussé à postuler à ce moment-là. Ok, parfait. Du coup, c'est vraiment, en voulant summary en quelques mots, c'est la liberté, c'est de ne pas, de vraiment explorer tous les domaines en quelque sorte possibles et de après pouvoir vraiment se dessiner une carrière dans quelque chose. Ok, parfait. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir intégrer Columbia ou encore Harvard? Quels sont les prérequis? Je sais que c'est là où on va sûrement passer le plus de temps possible. Mais il faut bien mettre les bases, il faut bien qu'ils comprennent qu'il faut passer telle et telle équivalence ou tel et tel diplôme. Du coup, qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir postuler aujourd'hui à l'une de ces universités? Vas-y, à toi l'honneur. Il y a un peu de traumatisme qui revient maintenant en m'exprimant. Non, en fait, donc, quand tu postules, tu as des prérequis super importants. Donc, il y a deux parties à ça. Il y a d'une part tout ce qui est les tests. Donc, ça, on va rentrer dans plus de détails. Et il y a d'autre part son CV, ses activités extrascolaires, ce que tu fais à part les cours. Parce que je pense qu'un élève intéressant, c'est un élève qui a donné l'importance à ses notes, parce qu'évidemment, il faut qu'il voit que tu es un bosseur. Mais je pense que c'est aussi quelqu'un qui a des objectifs plus grands que genre certaines notes ou certains apports académiques. Donc, pour le premier truc qu'on voulait absolument mentionner, c'est comment vous pouvez construire un CV du collège au lycée. Parce que ça, c'est quelque chose de super important et c'est pas forcément quelque chose qu'on nous pousse à faire au lycée ou au collège, parce que en soi, oui, les notes c'est important, donc faut savoir taffer, mais il faut savoir aussi se dire il y a des choses plus importantes dans la vie que juste travailler. Et c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que l'aspect social de la vie c'est super important, essayer d'avoir des objectifs plus grands que soi-même, c'est super important. Et Python, il y a énormément d'opportunités pour rejoindre des clubs, redonner à notre communauté, parce on a la chance d'aller dans un lycée français, on est super privilégié. Je pense que ça, c'est des causes importantes et il faut se questionner, il faut se dire est-ce que c'est important, parce qu'après, tu apprends beaucoup grâce à ces expériences et tu peux en parler et tu peux construire des essais, tu peux vraiment t'exprimer, apprendre à remettre en question ce que tu as appris à travers ces expériences. Donc ça, c'est important. Et je pense que un CV, c'est beaucoup de choses. Il y a les activités extrascolaires. Il y a aussi, si tu as envie de représenter au CVL, au CE, si tu as envie d'être un représentant, si tu as envie d'être un porte-parole, vas-y, parce que tu apprendrais beaucoup et tu pourras en parler pour les États-Unis après.
Si tu as envie de faire du sport, fais-le si tu veux, parce que ça t'apprendrait aussi beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'activités comme ça. Il n'y a pas que les notes, il n'y a pas que les cours. Et quand tu postules aux États-Unis, tu te rends vraiment compte de ça. Donc voilà. Mais Ouais. après, il y a les tests, Scandal, si tu veux. Moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport au CV. En fait, au final, les activités extrascolaires, c'est ce qui crée votre profil. C'est ça. Enfin, qui vous êtes vraiment. Parce que les notes, on prend tous les mêmes cours de maths et de français. Les activités extrascolaires, c'est des combinaisons uniques. Et c'est ça qui fait qu'on est chacun unique. Et c'est ça ce qu'ils recherchent. Donc, il y a beaucoup d'activités extrascolaires qui sont incroyables, qui sont super formatrices. Mais moi, si je devais vous donner un conseil, ce serait d'explorer et de tenter des trucs qui sont originaux. Parce qu'il n'y a pas de formule miracle, il n'y a Ah oui. pas de on ne prend que ceux qui ont fait des MUN ou ceux qui ont fait CE ou ceux qui ont fait Non. ça. Il y a de tout. Et puis, c'est souvent ces combinaisons originales qui font que vous avez des choses originales à dire sur vous-même, des histoires drôles, enfin des histoires particulières à raconter. Et ça fait qu'ils se rappellent de vous quand ils lisent votre dossier. Et s'ils se rappellent de vous, c'est jackpot. C'est bon. Ah non, mais clairement. Et surtout quand tu as dit par rapport à l'originalité, enfin là, je suis dans un dorm genre à Columbia, tu prends que notre étage, on est tellement différents, on a fait des choses tellement différentes que ça prouve qu'en fait, il n'y a vraiment pas de formule miracle, comme tu as dit. Enfin, il y a des gens tellement, enfin, il y a tellement d'artistes, il y a tellement de gens qui ont fait des MUN, il y a tellement. Enfin, donc ça, c'est assez beau. Une richesse, ouais. Et du coup, par rapport au test, qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut passer, qu'est-ce qu'il faut impérativement connaître? Alors, Scandale. Les tests. Ok, les tests, je dirais qu'il y a deux tests principaux. Le plus simple étant le TOEFL. Le TOEFL qui est en gros, donc tous les tests, vous pouvez aller, vous renseigner, deux, vous inscrire et les passer à Amédiste. Donc ça, c'est pour l'aspect logistique. Enfin, ils sont très bienveillants, enfin, ils vous aideront et si vous avez des questions, ils y répondent. Le TOEFL, c'est en gros le test d'anglais. Le TOEFL, c'est quoi? C'est quatre épreuves, listening, writing, reading Speaking. et speaking. Voilà. Ça fait En un gros, comprendre et s'exprimer en anglais, tout simplement, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. C'est ça, c'est les quatre épreuves. Et ça, c'est de l'anglais. C'est vraiment un test d'anglais pur que seuls les élèves qui ne sont pas dans un lycée américain ou qui ne sont pas native speakers, dont l'anglais n'est pas la langue natale, doivent passer. Alors, ensuite, ce qui est un peu plus compliqué, c'est les SAT. Les SAT, en fait, en général, c'est ce test où tu es là pour prouver non pas ta capacité à comprendre et à parler l'anglais, ça c'est censé être un acquis. Là, on est en train de parler de capacité, de logique, de raisonnement, de, de ouais, en quoi vous êtes bon? Est-ce que c'est les maths? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est quelle discipline académique, discipline à la fin S, Ouais. enfin, dans quelle discipline académique est-ce que vous excellez? Mhm. Et donc là, en fait, vous allez avoir deux tests, le SAT 1 et donc le SAT Reasoning, ça va être de l'anglais, donc des textes en anglais à lire, et puis QCM et des questions de synonymes, des questions de compréhension et un peu d'analyse. Tout est sous forme de QCM. Ensuite, des maths, et des maths qui sont objectivement simples. Super Ce simple. n'est pas des maths compliquées. Ce qui rend la chose compliquée, c'est que vous avez très peu de temps. Vous avez 30 secondes par question, mais c'est des questions qui sont vraiment simples, hein. C'est des applications de théorèmes de Pythagore, des choses qui sont vraiment simples. Mais en fait, l'astuce, c'est de trouver la manière la plus efficace de résoudre le problème pour que ça prenne le moins de temps possible. Les maths sont juste là pour tester votre capacité à raisonner. Les maths en tant que discipline, à la limite, ils s'en foutent. C'est Ok. vraiment de l'acquis. Ensuite, on a les SAT2. Les SAT2 sont optionnels mais fortement recommandés. Et Optionnel. en fait, ouais, c'est comme ça qu'ils disent les choses. Et puis, les SAT2, c'est vous choisissez une discipline. Donc, ça peut être des maths, ça peut être histoire du monde, ça peut être les langues, ça peut être SVT, physique, chimie, quoi que ce soit. Vous choisissez une, deux ou trois disciplines et vous passez un test d'1 heure juste sur cette discipline, qui est aussi un QCM. Et là, l'objectif, c'est vraiment de montrer que vous êtes
des monstres dans cette discipline. Voilà, moi, mon profil, je prends un exemple, moi, mon profil, c'est biologie et espagnol, enfin, SVT espagnol. Ok, Voilà, c'est montrer vraiment en quoi vous êtes bon. ok, parfait. Ouais. Est-ce que Lilia, tu as quelque chose à ajouter? Ouais, je voulais juste rajouter un truc. Bah, par rapport au subject test, ils ont arrêté de les faire passer. Donc ça a été décidé il y a super récemment. Ouais, c'est très bizarre d'ailleurs. Mais il y a les AP. Et je pense que ça serait intéressant que certaines personnes pensent à passer les AP parce que c'est exactement le même concept. Comme a dit Escan, tu as des matières en particulier. Donc si toi, tu es fort en espagnol et en biologie, tu peux passer des AP, il y a des formules en ligne, je ne pense pas qu'ils vont le faire à la Médis, mais il y a des formules en ligne. Et comme ça, tu prouves que tu excelles dans ces matières-là. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les AP, vous mettez sur Google, vous cherchez. Et c'est exactement ça, c'est de prouver que tu as un profil et que tu es un monstre en biologie et en espagnol. Parce que ça, c'est assez important. Et je pense que je voulais rajouter un truc sur ce que Scanal a dit par rapport aux SAT. Ce qu'il a dit par rapport aux maths, qu'ils ne sont pas forcément en train de chercher d'évaluer vos capacités mathématiques, c'est absolument vrai. Parce qu'en fait, à force de travailler et à force de faire des sujets de maths, vous vous rendez compte que vous avez des réflexes qui se sont développés qui n'étaient absolument pas là la première fois. Et des fois, tu lis juste le début d'une question d'SAT et tu sais la réponse parce que tu l'as déjà faite et parce que tu la connais. Parce que c'est des tests vraiment très formatés. Donc, si tu es un monstre qui a fait 15 sujets, bah, le 16e, il sera toujours. Tu auras développé tellement de réflexes qu'il sera fait beaucoup plus. Tu auras beaucoup plus d'astuces, en fait. Donc, je trouve travailler et faire des tests à temps limité, ça m'a énormément aidé. Personnellement. Alors, c'est l'astuce. En fait, les SAT, c'est vraiment très peu de théorie, beaucoup de pratique. Ouais. Petite anecdote, moi, quand j'ai passé les maths, j'avais plus le temps, il me restait 2 questions et je devais choisir. Enfin, il y en avait une que j'allais clairement pas faire. Et celle que j'ai choisi de pas faire, c'était une question, il y avait un triangle en fait, un triangle rectangle, et il y avait plein de petits triangles à l'intérieur. Il fallait utiliser Pythagore, genre je ne sais combien de fois pour trouver un côté. Et j'avais juste pas le temps de le faire. Et donc là, je regarde le triangle et j'étais tellement habitué à leur figure, tellement habitué au truc que je regarde côté, je regarde les choix de réponse, je dis ok, lui c'est 9 cm. Et je mets 9 cm. Et quand je sors, je vérifie avec les autres, ils sont genre bah ouais, c'était 9. Et c'était une intuition. Enfin, tu fais l'exercice tellement de fois qu'ensuite ils changent les valeurs là ou là. Ça pas un... Grand-chose. Enfin, Tellement ça. Ok. Et du coup, ça, c'est pour les formalités académiques, on va dire ça comme ça. Mais je sais aussi que pour chaque université, elle demande en outre quelque chose de plus comme les essais, du coup. Parce que... Ouais, c'est ça. Bah, ça, mais en fait, donc, quand vous allez postuler, ça sera sur la Common Application, donc c'est genre le Parcoursup des États-Unis. Et sur la Common App, vous allez rajouter des universités. Mais donc, chaque université va vous demander des essais spécifiques, donc des questions, des prompts genre spécifiques. Mais surtout, tu auras l'essai principal, entre guillemets, qui est le Common App Essay. Et c'est vraiment genre la lettre de motivation que toutes les universités vont lire. Et c'est un peu le truc de base où tu te présentes d'une certaine manière. Vous pouvez chercher des exemples de sujets, mais c'est vraiment des sujets où il faut remettre en question des aspects super personnels de tes expériences, de vraiment se poser des bonnes questions. Quoi. Qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as appris dans ta vie. Donc c'est un process assez complexe. Et en plus de ce Common App Essay, chaque université vont vous demander un essai. Genre Columbia, par exemple, ils demandent pas mal de trucs sur la culture, donc il faut parler faut lister des trucs, des musées, des genre exhibitions, tu as pas mal de trucs pour parler. Tu as pourquoi choisir Columbia, tu as un truc sur l'académique, donc tu as pas mal de questions. À Harvard, vous avez un autre essai aussi, je pense, Canal. ouais, Harvard, on avait trois essais en plus. Ok. Deux principalement. Alors l'un d'entre eux, c'était mon cauchemar, c'était de toutes les universités, de tous les essais, celui qui m'a pris le plus de temps. Et paradoxalement, c'est qu'est-ce que vous feriez avec un diplôme d'Harvard en 50 mots, mais en 50 mots. Et 50 mots, c'est une phrase, 2 phrases à tout casser. Et c'était galère parce que ça devait être un essai, ça doit être original. Enfin, ça ne peut pas être cliché parce qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'ils vont lire, dans le cas de ces universités-là, 40, 50 000 dossiers et que votre dossier, vous allez passer 2 ans à le préparer, ils vont passer 10 minutes à le lire. C'est C'est vraiment. frustrant, mais c'est comme ça.
Il faut que sur les 10 minutes, ils vont lire des phrases au hasard à droite à gauche. Il faut que chaque phrase soit pertinente. Il faut que chaque phrase leur donne envie de lire la phrase d'après. Parce que sinon, ils vont juste le mettre dans la pile des rejetés et c'est fini. Et, et en fait, ils vont mettre des limites de mots sur des sujets qui sont très pointus comme ça. Justement pour juger votre capacité à vraiment à être drôle, à communiquer des émotions, à raconter une histoire qui a un fond à propos de vous-même. Ça doit être une histoire, ça doit être intéressant, mais en même temps, ça doit révéler quelque chose à propos de vous, quelque chose qui est personnel. Je me rappelle d'une anecdote, et enfin, c'était une astuce qu'on m'avait donnée. On m'a dit, ton essay doit être tellement personnel que si on prend 10 essays de 10 personnes au hasard et qu'on met le tien parmi ces essays, qu'on le donne à tes parents, qu'ils les lisent tous, ils doivent reconnaître, sans voir le nom, lequel est le tien. Parce que c'est vraiment toi. En 500, 600 mots, c'est toi. C'est personne d'autre, c'est juste toi. Et c'est un peu le challenge, mais c'est aussi la meilleure partie de toute l'application parce que vous allez vraiment, comme l'a dit Lily, à vous poser les bonnes questions et découvrir des choses à propos de vous-même que vous n'êtes jamais posé pour vous dire en quoi cette expérience d'il y a 5, 6 ou 7 ans m'a affecté. Et là, vous êtes là à écrire des dizaines de drafts de cette même histoire. Et c'est particulier comme expérience. C'est une Mais, énorme pardon. inspection personnelle. Ouais. Mais surtout qu'au lycée, on nous poussait vraiment pas à écrire à propos de nous-mêmes. Enfin, on nous poussait à analyser Montaigne pendant 4 heures, mais après, questionner quelque chose sur nous-mêmes, c'était juste pas dans nos habitudes. Donc, je pense que ça peut être dur au début. Tu lis un des prompts et t'es là genre, ah, faut vraiment que je dig deep. Genre, je vais devoir vraiment me poser genre, énormément de questions, me poser avec moi-même, commencer à rédiger. Enfin, je pense que mentalement, vraiment pas un process genre anodin. Je trouve que c'est assez... Et comme a dit Skand, il faut exploiter, il faut essayer de traduire ses émotions. Et ça déjà à l'écrit, c'est assez dur. En plus, on n'a pas été forcément poussé à le faire. Donc je crois que c'est pas... ça va écrire les essais. Je suis d'accord avec Skand, c'était beau, mais c'était vraiment challengeant, oui, effectivement. Mais faut le faire. Et du coup, on reste du coup dans tout ce qui est académique. Quels sont les minimums requis, par exemple dans le TOEFL du coup ou dans les SAT? En général, en moyenne, qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour pouvoir au moins se retrouver, pas admissible, mais faire partie de ceux qui peuvent être acceptés derrière? Je pense les Ivy, elles ont à peu près la même moyenne enfin la même médiane à peu près aux SAT. Je pense que c'est genre 1470 sur 1600. Mais je sais pas, il y a toujours des gens qui vont avoir beaucoup plus, comme des gens qui vont avoir beaucoup moins. Donc je pense que c'est assez... Ça varie. Ouais, ça varie. Et je crois que ce qui varie pas, par contre, c'est vraiment le GPA pendant l'année. En tout cas, en ce qui concerne les Américains, ils ont à peu près tous un GPA super élevé. Mais j'ai rencontré quand même des élèves qui avaient des SAT plutôt à 1400, par exemple, d'autres qui étaient à 1580. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait moins de 1400 pour l'instant. Je sais pas. Et puis de toutes les manières, ils restent relativement flexibles, surtout par rapport aux notes du lycée, pour Ouais. nous. Ils comprennent pas trop le système, ou peut-être qu'ils savent que c'est pas le système optimal. Enfin, en tout cas, ils sont vraiment flexibles. Il n'y a pas besoin d'avoir que des 17, loin de là. Euh, Encore une fois, c'est juste question de profil. Enfin, je parle en tout cas en termes d'expérience au lycée, mais si, parce que vous envoyez vos bulletins de la troisième à la terminale, donc ça on a oublié de le mentionner. Mais si vous avez de mauvaises notes en musique ou en art plastique, au collège, c'est pas grave. Enfin, si après, à côté, vous avez de bonnes notes en maths, ils vont comprendre que vous êtes juste un profil qui est plus scientifique et que peut-être vous imposer des cours d'art, c'est pas votre point fort. Enfin, c'est comme ça. Et puis l'inverse est aussi valable. Si vos notes en maths ne sont pas ouf, et puis ensuite, bon, je connais pas le nouveau système, mais si après, par exemple, vous passez à une filière économique ou littéraire, et que là, vos notes de français, de littérature et de langue sont excellentes, ils vont aussi comprendre que, voilà, enfin, c'est
c'est un profil. On ne peut pas être bon dans tout et c'est normal et c'est pas un frein. C'est parfaitement normal. Mais c'est absolument ça. Surtout, enfin, je pense que nous, instinctivement, quand on pense à une plateforme, on va penser à Parcoursup. Et sur Parcoursup, il y a littéralement un algorithme qui voit ton classement, voilà, qui t'éjecte ou qui t'accepte. C'est tellement pas ça. C'est un process super humain. Et vraiment, bien sûr, ils en ont 50 000, donc ils vont passer, comme dit Scan, 10 minutes sur quelqu'un, mais c'est vraiment 10 minutes où ils regardent, ils voient tout. Ils sont pas là à regarder ton classement en maths et en physique et ensuite à faire une décision. C'est absolument pas comme ça. Et je pense que c'est important de noter. Enfin, je pense même si tu as envie de majeur en éco et tu as eu un semestre, tu as eu 15 en maths, enfin, c'est vraiment pas ça qui va changer grand-chose sur ton profil. Ce qui va changer, c'est le fait que tu t'es vraiment bougé à faire des activités, à écrire ces essais sur des sujets assez deep. Et c'est pas ton 15 en maths un trimestre, quoi. Ok. Et du coup, là, on a parlé un petit peu des notes au lycée, mais du coup, dans quelle partie de la classe doit-on se situer pour pouvoir, on s'imagine que c'est dans les 10, voire les 5, si ce n'est pas plus, si ce n'est pas être le premier de la classe pour pouvoir postuler à ça, mais si on peut donner plus de précision par rapport à ça, parce que je pense que les gens sont un peu perdus par rapport à ça, qui peut vraiment postuler et qui devrait peut-être choisir, enfin, quelles universités choisir par rapport à son niveau? C'est ça. Moi, je pense que le plus important, c'est peut-être pas où on se situe au niveau de la classe, mais c'est peut-être sur les 4 ans que vous allez envoyer de bulletins, la courbe. Est-ce que vous progressez? Est-ce que vous ne progressez pas? Parce que progresser, c'est très important. Et si on est, je pense que on peut être à 15 et si on finit à 16,5, enfin, on peut être à 15 en troisième, si on finit à 16,5 en 16, 16,5 en terminale, on est bon. Ouais. Enfin, même si avec 16, enfin, ça dépend de la classe, mais même si avec 16, on est dans le top 10 ou même moins, c'est pas grave. C'est pas, on ne vous compare pas au reste de la classe. Et le fait que vous ayez progressé, c'est plus important en soi que les notes. Non, je suis totalement d'accord. Et je pense que aussi, enfin, quelque chose qu'on n'avait pas forcément mentionné, c'est tu peux être à 15 par exemple et quand même exceller par exemple en physique ou en SVT en particulier. Et si tu es très proche de ton prof d'SVT, il va t'écrire cette belle lettre de recommandation que toutes les universités vont voir et qui va, elle, vraiment pouvoir te booster. Enfin, faut se dire qu'il n'y a vraiment pas que ce 16. Il y aura la lettre de ton prof d'SVT qui va dire ah, celui-là, il peut faire une majeure en bio, il peut exceller en bio, il pourra faire de la recherche, il est super fort. Il y aura aussi la lettre de recommandation d'un autre prof, par exemple d'anglais, qui va dire en plus d'être très bon en sciences, il est très bon en anglais, il va pouvoir prendre des cours de littérature et exceller. Enfin, ces notes-là, il y a une question plus importante que les notes, c'est vraiment ta relation avec tes profs, comment ils te respectent et comment toi tu les respectes. Et je pense que ça en dit beaucoup plus que ta note ce semestre-là, quoi. Ouais. On va dire que l'aspect humain, quand ils traitent les dossiers aux États-Unis, quand ils regardent la chose, ils ne voient pas que des chiffres. Ils voient vraiment une personnalité, un profil. Ils savent que, enfin, ils sont là, au final, leur but, c'est de prendre les meilleurs, ceux qui jugent être les meilleurs, pour avoir ensuite, enfin voilà quoi, ils veulent bien avoir quelqu'un qui va finir avec un prix Nobel, ça les arrange eux, mais ils savent très bien que quelqu'un qui a un prix Nobel de physique ou un prix Nobel d'économie n'est pas forcément bon dans tout, mais juste dans ce domaine en particulier et les domaines qui s'y rapprochent, et c'est suffisant pour eux. Ok, Voilà. parfait. Bah, c'est beaucoup plus humain que le système français, en tout cas. Ça, c'est sûr que c'est plus que remarquable. Et du coup, là, on arrive dans le point où ça y est, l'élève ou vous, c'est bon, vous êtes accepté à Harvard, dans n'importe quelle université américaine. Du coup, maintenant, qu'est-ce que vous étudiez? Comment se composent les matières? Quel est le principe de mineur, de majeur, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que vous choisissez vos matières? Comment ça se passe sur ce point-là? Je pense que c'est assez spécifique par université, mais là, le point commun entre Scarlett et moi, c'est qu'on est tous les deux dans le college. Donc, comme on a dit, c'est genre liberal arts. Donc, tu as cette liberté de prendre des cours dans chaque département. Mais, enfin, on a quand même des requirements. Il y a quand même des cours où tu es un peu obligé de prendre. Moi, à Columbia, il y a un tronc commun assez important
où tu as un cours de littérature obligatoire, tu as un cours de sciences obligatoire aussi. Donc, tu as quand même des cours que tout le monde prend, que tout le collège prend. Mais je trouve ça super intéressant parce qu'on lit tous les mêmes livres, on prend tous les mêmes cours de sciences. Donc, ça te permet un peu de te rapprocher d'eux. Mais en parallèle, tu as quand même 2 ans avant de déclarer ta majeure. Donc là, j'ai pas de majeure. J'étudie, j'ai mon cours de littérature, mon cours de maths, mon cours d'histoire, mon cours de sciences politiques. On fait un peu pas mal de trucs. Mais je suis en train d'essayer de me rapprocher, de faire une majeure en maths appliquées et une mineure en sciences politiques. Donc en gros, le concept de majeure et mineure, ça va juste dire que tu auras beaucoup de crédits dans les deux domaines. Donc, tu prendras pas mal de cours qui concernent tes deux domaines, mais tu en auras plus en maths, pour moi, qu'en sciences politiques. Donc, en sciences politiques, je dois juste prendre 8 cours de sciences politiques, alors qu'en maths, je dois avoir 40 crédits à la fin pour pouvoir avoir cette majeure. Donc, ce qui est intéressant dans ce process-là, c'est que tu as quand même un conseiller d'orientation qui t'appelle assez souvent et qui essaye de te guider vers la stabilité entre prendre des cours fun, tu t'en fous un peu, juste qu'ils sont drôles, qu'ils sont cool, tu t'amuses, et prendre des cours qui vont te permettre d'avoir un diplôme, une majeure et une mineure, où tu pourras trouver un travail quand même, ce serait pas mal. Donc voilà, pour Columbia, c'est comme ça. Ok. Ouais, pour nous, c'est similaire en fait. Au final, nous, on n'a pas de majeur et de mineur, on a un concept de concentration. Ouais. Et enfin, en fait, au final, c'est la même chose. Mm. Et l'idée, c'est que moi, par exemple, je viens de déclarer maths appliquée aussi, maths appliquée à l'économie et à l'informatique. Et l'idée, c'est que, enfin, on va sur le site et ils nous disent, bon, il y a une liste de 500 cours de maths, éco et info, même plus, 1000 cours, une liste de 1000 cours au total. T'en prends une vingtaine, tu as 4 ans, des merdes. Débrouille-toi. Et ensuite, c'est comme un arbre, un cours en débloque 3 autres parce que c'est des maths, donc au final, voilà quoi. Et puis c'est comme ça. Et à côté, on a deux, trois obligations. L'une d'entre elles étant qu'on doit, sur les 4 ans, prendre un cours de sciences, un cours d'art et un cours de sciences sociales. Ok. Et n'importe quel cours, tant qu'il rentre dans l'un de ces 3 départements, l'une de ces 3 catégories. On a autre chose qui est très intéressante. Tout à l'heure, tu as parlé d'un cours de danse. Non, Ouais. je n'ai pas pris de cours de danse au final parce que Oh. non, je l'ai pas pris parce que je voulais le faire sur place. Je ne vais pas le Ouais, faire en ligne. c'est vrai. Et, Quelle déception. ouais, et on a une liste de cours qui s'appelle General Education, qui sont des cours qui n'ont rien à voir avec aucune discipline académique, qui sont particuliers, Ouais. euh, qui sont vraiment et qui sont là pour nous apprendre des sortes de soft skills à travers un sujet en particulier. Donc moi, par exemple, j'ai pris un cours de navigation ancienne. Donc voilà, on utilisait le soleil, les vents, les nuages, je peux les nommer, les types de nuages, les étoiles. Et c'est quoi l'idée? Bah, le prof qui a enseigné ce cours a découvert que le muscle du cerveau responsable de tout ce qui est navigation et orientation est le même qu'on utilise pour tout ce qui est stratégie et planning. Ok. Et que quand le muscle, à travers l'orientation et la navigation, on s'améliore. Donc, dans l'autre, voilà quoi, dans les autres tâches que ce muscle du cerveau, que cette partie du cerveau accomplit. Et donc, il s'est dit, au lieu de leur apprendre à faire un agenda, au lieu de leur apprendre à faire une stratégie de business, je vais leur apprendre à naviguer. C'est beaucoup plus ludique. Le résultat est le même. Donc regardez les gars, pendant que les étudiants en prépa, ils font des séries de physique et de maths jusqu'à 3 heures du mat', Scarno Foulati, ici présent, prend des cours de navigation. Et voilà. On a Harvard. 4 cours comme ça, obligatoires, de ce genre. Voilà, Donc c'est c'est les questions les gars, c'est bon. C'est très original et bon, manière de voir les choses. Et du coup, là, vous avez ces matières, vous avez choisi du coup vos matières, vos mineurs, vos majeurs. Comment vous êtes noté par rapport à ces dernières? Parce qu'on sait, tout le monde connaît que le système américain est totalement différent du système français ou même sur lequel on est habitué, du système tunisien ou français. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut un minimum A, B, C, D? Je ne sais même pas comment ça marche. Vous pouvez nous en dire plus peut-être. Ouais. Donc en gros, oui, c'est le système ABCD, mais je tenais quand même à préciser que les notes vont dépendre de chaque cours parce que tu vas passer un examen et ton examen sera noté sur 100. Donc le prof a une équivalence de le A par exemple. Donc pardon, tout le monde passe l'examen
Et en fin de compte, certains profs décident de changer la courbe de notation. Par exemple, si quelqu'un, si la meilleure note c'est 93, bah, le A ou le A+, ça sera 93 et il s'adaptera à ça. Et après, tu peux avoir à certains cours, tu peux avoir A quand tu as genre 70 sur 100. Alors que, en France, tout était sur 20, donc tu n'avais pas vraiment cette notation de changer la courbe de notation. Mais là, aux États-Unis, certains profs sont assez flexibles. Il y a eu des cours où à la fin du semestre, tu étais supposé avoir un B, mais en fin de compte, tu as eu un B+, parce que tout a été un peu... enfin, on t'a un peu ajouté des points pour que la moyenne monte. Donc, ça dépend assez des cours. Mais je pense, un conseil, c'est très dur de trouver une équivalence entre les notes que vous avez eues au lycée et les notes que vous allez avoir ici. Enfin, vraiment, quand tu passes quand tu donnes un essai et que tu as une note après, tu peux pas dire ah oui, c'est comme si j'avais eu 14 en français au lycée. Non, cette équivalence-là, elle sera pas possible. Mais c'est juste que ça sera une équivalence différente en fonction des élèves dans ta classe, en fonction de comment les profs notent. Mais voilà, ça sera A, B, C, D. Tu peux avoir A+, A-, A, B+, B, bon, B. Donc, voilà. Ça dépend vraiment du prof et du département. Nous, en anglais, par exemple, en writing, les profs se mettaient d'accord à la fin du semestre, ils se réunissaient, ils disaient, OK, en fonction du niveau de nos différents élèves, il y avait 10 profs et genre 20 cours, le même cours, mais enseigné, donné à 20 horaires différents avec 10 profs. Et ils se disaient, OK, en fonction du niveau de cette année, je propose qu'on donne un A par groupe. Voilà. Et du coup, ensuite, les profs se démerdaient pour donner un A, 2 B, et comme ils s'étaient mis d'accord, des fois c'est 3 A, et en général, c'est pas moins de 1, c'est pas plus de 2. Et voilà. Et puis, il y a d'autres cours où le prof dit de 95 à 100, c'est A, et je m'en fous. Je m'en Ouais. fous. S'il n'y a pas de A, j'en ai rien à foutre. Si tout le monde a A, j'en ai rien à foutre. C'est comme ça. C'est généralement chez nous, c'est les profs de maths. Ah non, mais clairement. Voilà, donc ça dépend vraiment et c'est un critère à prendre en compte quand on choisit ses cours, de demander comment ils vont noter parce que parfois c'est beaucoup plus dur, parfois c'est beaucoup plus simple et puis voilà. Parce qu'à la fin du semestre, tu vas avoir toutes tes notes. Donc, tu prends 5 cours, par exemple, tu auras toutes tes notes en lettres et tu auras ton GPA. Donc, si tu ne te renseignes pas, comme ce qu'on a dit, avec d'autres gens pour savoir si ce prof note très durement, parce qu'en maths, avoir entre 95 et 100, ce n'est pas forcément évident. Donc, si voilà, donc si c'est ça la condition, il faut le savoir à l'avance pour que tu t'adaptes, tu essayes de prendre des cours comme Scandal nous a raconté, quoi. Donc, faut trouver un bon entre-deux parce que c'est quand même important. Je sais pas Scandal si on insiste beaucoup sur le GPA, mais je pense que Harvard, je sais pas c'est quoi l'atmosphère, mais ici, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont assez soucieux d'avoir plus d'un certain chiffre sur 4 dans leur GPA, parce que en fait les lettres sont traduites sur 4 après. Donc voilà. Du coup, ça correspondrait à A4, B3, ainsi de suite. C'est OK. Et à partir de combien est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on valide? 2. Au-dessus de- Ouais. en lettres ou en chiffres? Alors, en chiffres, alors pour nous, il n'y a pas le chiffre à la fin, c'est juste une sorte de moyenne pour avoir une idée globale. Pour quand on regarde ton dossier, on n'a pas besoin de regarder toutes les notes. Mais tu valides un cours si tu as plus de D, donc D+, et, ou plus. OK. Et comme je t'ai dit, on a une liste, on doit prendre 20 cours et je dois valider les 20 cours. Donc, si je prends un cours et je le rate, je dois juste le reprendre. Ouais. Mais maintenant, la moyenne à la fin, c'est juste ce que ça rend sur le dossier, ce que vont regarder les boîtes après, ce que vont regarder les écoles après. Et puis voilà. OK, du coup, et après pour les rattrapages, ça se passe exactement comme le système un petit peu européen. Vous avez des rattrapages et on rattrape le module qui a été perdu ou comment ça se passe? Non, il n'y a absolument pas de session de rattrapage parce que nos notes sont. C'est pas que un examen de fin de semestre. C'est un peu. La plupart des cours, du moins, tu as pas mal de DM, donc c'est un truc que tu construis tout le semestre. Donc si à la fin du semestre, tu te rends compte qu'en fait, tu as D, comme a dit Scarnell, bah, c'est pas grave, tu auras juste un D sur ton dossier et le semestre d'après, tu dois reprendre le cours. Et là, il faut vraiment pas t'aider une deuxième fois quand même. Et donc, tu bosses pour avoir plus de D, mais tu peux pas juste repasser le cours
mois après, par exemple. Tu dois le reprendre totalement. Ouais. Les cours sont indépendants l'un de l'autre. Il n'y a pas d'administration qui gère tous les cours. Chaque cours, c'est vraiment un truc à part. Et du coup, tu rates un cours, tu te débrouilles avec ce prof, ce Exactement. cours que tu dois reprendre. Il n'y a pas vraiment de module vu qu'on fait notre propre cursus nous-mêmes. Tu choisis. Ouais, en général, on choisit nos cours. Enfin, c'est assez à la carte, quoi. C'est un peu un menu à la carte. Tu prends tes cours comme tu veux. Si tu rates, tu assumes tes responsabilités. Tu reprends le cours. Tu reprends un cours plus simple, mais qui valide les mêmes notions. Enfin, Ah, ok. Du coup, par exemple, si on ne valide pas, je dis du n'importe quoi, moi, sciences et humanités en Amérique, par exemple, du coup, on ne le valide pas le premier semestre, on peut le reprendre le deuxième semestre, et du coup, pour pouvoir le valider, ou sinon changer, mais rester toujours dans les sciences humaines dans le monde, par exemple. exactement. Ouais. Exactement. Et puis, même pour être précis, si on prend l'exemple des maths, un cours de géométrie, allez, on prend un exemple simple, un cours entier sur les triangles. Ok. Il y a 3 cours qui parlent de triangles, 3 cours de maths qui parlent de triangles, mais 3 niveaux différents. Parce qu'il y en a qui sont là pour, je veux juste valider le cours, avoir la meilleure note possible, ils prennent le plus simple. Ok. Et il y a ceux qui sont là pour vraiment prouver tous les théorèmes un à un. Et au Rentrer. final, ils valident la même chose, mais à des niveaux de difficulté différents. Enfin, ça dépend de la personne. Ensuite, c'est pris en compte sur le diplôme, pas sur le diplôme, sur les bulletins, pardon. Ouais. C'est pris en compte sur les bulletins entre quelqu'un qui a pris le cours le plus simple sur les triangles et celui qui s'est vraiment surpassé en prenant des trucs théoriques super compliqués. Mais Voilà. c'est ça, enfin, en parlant, là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dans les universités américaines, il n'y a vraiment aucun élève qui sont exactement pareils. Enfin, genre, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre exactement les mêmes cours que toi, c'est juste pas possible. Genre là, avec ma majeure et ma concentration, bah, même avec, je prends quelqu'un d'autre qui a la même majeure et la même concentration que moi, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, absolument pas exactement les mêmes cours. Donc, enfin, même le concept de rattrapage, on ne comprendrait pas trop parce qu'on est tous dans des trucs différents. Enfin, on va pas tous se retrouver dans une salle et rattraper un cours ensemble. C'est vraiment un process assez personnel. Donc, J'ai voilà. jamais été dans le même cours, dans tous les cours. J'ai jamais été avec la même personne dans tous les cours. Moi, Jamais. jamais. Mon max, c'était 3 sur 4. Donc, c'est cool. Très, très, très des pays. C'est vraiment très différent. Et du coup, sur le taux de réussite, puisque là, on aborde un petit peu la notion des notes, etc. Est-ce qu'on réussit facilement ou est-ce qu'on doit valider tous les cours, mais si on ne valide pas, par exemple, 10 cours, est-ce qu'on redouble? Comment ça se passe le système de redoublement? Je ne sais même pas si la notion se pose aux États-Unis. Pas vraiment. J'ai jamais Moi non plus. jamais connu quelqu'un qui. Enfin, ouais, non. Et en fait, ils vont tout faire pour pas que tu redoubles. Ils veulent pas. Je pense pas que ils vont pas t'encourager. Enfin, si ton conseiller il voit que tu as des mauvaises notes, il va te dire réveille-toi. Mais j'ai genre jamais entendu parler de quelqu'un qui a redoublé. Ils nous encadrent et s'ils voient qu'on va vraiment vers la catastrophe, ils nous demandent, enfin, ils nous mettent la pression pour qu'on change de cours, prendre un cours plus simple. S'il y a un problème, enfin, ils sont là, que ce soit un problème du type santé mentale ou un problème du type, quel que soit le problème, ils sont vraiment là pour nous encadrer. Et c'est un peu pour ça que je pense que chez nous, 99% des élèves ont leur diplôme à la fin. C'est ça. Donc, il n'y a pas de redoublement. Le 1% qui n'ont pas leur diplôme, c'est vraiment des cas extrêmes Lâcher. qui ne sont pas vraiment des redoublements, mais qui sont juste des cas de force majeure. C'est ça. La notion de redoublement, je pense qu'elle n'existe juste pas. Le pire, c'est vraiment fail un cours. Mais redoubler en soi, c'est un concept qui... Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui a fait d'un coup? Non. Ah, même pas. Non? Non, parce que faut vraiment... C'est vraiment particulier. Enfin, c'est pas une question de pas assez travailler, c'est pas une question de... Il faut le faire. Ouais, faut le faire, ouais. Il faut le faire pour avoir des. Faut le faire. Faut limite le vouloir, faut le faire. Il y en a qui le font exprès pour protester parfois, Proteste. mais comme ça, c'est impossible. Ouais. Du coup, tout le monde a son diplôme. C'est soit quelqu'un qui a eu des problèmes, qui a dû du coup drop out et qui est sorti pour des raisons personnelles, c'est Mais tout. en fait, mais c'est tellement dur d'y arriver que je Ouais, pense que quand tu y es, tu vas pas, tu vas pas fail. Ouais. Et puis le fait que les final exams, en général, c'est quoi?
entre 15 et 35% de la note finale. Mhm. J'ai jamais eu un final exam qui valait plus de 35% de la note Exactement. finale. Tu as un examen de mi-semestre, le midterm, qui doit valoir entre 10 Ouais, et décès. 20% ou Mhm. 25%. Et puis, souvent, la plupart de mes cours, surtout dans les matières scientifiques, en maths ou en navigation, c'était 50% des devoirs maison à Ouais, rendre sur l'année. c'est exactement ça. Donc, des devoirs maison à rendre sur l'année, c'est un devoir maison. Et quand tu en as 3 par semaine, tu vas voir ton prof, tu lui poses une question et, et il t'aide. Et du coup, enfin, les bonnes notes, elles sont pas difficiles à avoir parce qu'on travaille en groupe, c'est juste pas compliqué. Et donc, euh, et donc, ouais, à ce moment-là, ça devient juste impossible de rater le cours. Mais justement, ce qu'on a parlé du fait que tu vas voir ton prof et tu poses des questions, le concept, donc ils appellent ça des office hours, c'est super. Enfin, moi j'adore juste aller aller voir mon prof, parce qu'il veut que tu réussisses. Donc, il va vraiment passer 20 minutes à faire l'exo avec toi, si c'est ce que tu veux faire. Surtout en maths, ils sont super présents. Et des fois, tu as des étudiants en master qui sont là, qui accompagnent le prof en cours, donc ils peuvent t'expliquer. Et, et ils vont tout faire pour que tu arrives à faire l'exo en fin de compte. Donc, comme a dit Scan, ils vont être là pour être sûr que tu n'as pas D en fin de compte et que tes DM soient réussis au cours du semestre, quoi. Demander de l'aide. Ouais, Il suffit de vouloir. c'est Et à exact. la limite, même si on ne le veut pas, à la fin, on ne rate quand même pas le cours. J'ai vu des gens qui n'ont rien foutu, qui n'y comprenaient rien Quand et même. qui sont quand même sortis avec C-. Enfin, vraiment, ouais, rater le cours, c'est compliqué. Comment le vouloir, c'est Ouais. sûr. Ouais, il faut vraiment le vouloir. Et du coup, là, ça nous fait une très belle transition sur du coup la charge de travail et le rythme de vie que vous suivez du coup dans vos universités respectives. Comment est-ce que vous décrirez en quelque sorte en quelques mots une journée typique de travail à Harvard ou à Columbia? Est-ce qu'il faut vraiment bosser? Est-ce que c'est vraiment qu'il y a eu un choc entre la charge de travail au lycée et maintenant à l'université? Comment ça se passe sur ces points-là pour vous deux? Je pense le choc, il s'est pas forcément fait sur la charge de travail elle-même, c'était plutôt sur la manière de travailler parce que en gros, on n'a pas énormément d'heures de cours. Enfin, par exemple, en maths, je vais avoir, si je prends un cours d'algèbre, je vais avoir 4 heures de cours avec le prof par semaine. Mais par contre, chaque heure de cours va me demander 3 heures de travail parce que j'ai 2 DM pour la semaine d'après. Ok. Donc, c'est juste que, en fait, le travail, au lycée, par exemple, on faisait des séries d'exos en cours avec le prof et pendant les heures de cours, tu faisais des séries d'exos. Là, c'est vraiment en cours. Il y aura toutes les démos, peut-être quelques exemples d'applications et toutes les applications, tu dois les faire seul. Euh, parce que ça va toujours être environ 3 heures de cours par cours de maths. Donc, il faut que tu te poses et que tu te dises où est-ce que je vais caler les heures où je vais faire mes DM, où je vais revoir le cours, où je vais revoir mes démos, comment je vais m'organiser. Et là, je suis sur le campus, donc c'est assez pratique. Enfin, je vais à la bibliothèque, je m'enferme et je me dis, je ne sors pas d'ici avant que je termine mes exos. Mais l'autonomie, je pense que ce n'était pas quelque chose au lycée qu'on nous poussait trop à avoir. On était vraiment super encadrés. Je me rappelle, nos profs étaient très là pour nous pousser à faire les exos et tout. Ici, ils vont absolument pas te courir derrière. Si tu rentres par un DM, tu auras un zéro et il n'y aura juste pas de débat après. Donc, c'est une approche à l'autonomie qui est, à mon avis, super différente. Ouais. Moi, je pense que ce qui m'a le plus choqué, au-delà de l'autonomie, c'était le changement, non pas de charge de travail, mais de rythme de vie. Ok. Parce que le rythme de vie, c'est la charge de travail, mais c'est aussi le fait de… Enfin, on vit sur le campus, donc on est jamais seul au final. Dans ta chambre, enfin, tu la partages, ta chambre, et puis à la bibli, il y a tes potes. Et il y a tout le temps des gens à droite, à gauche. Donc, si on n'est pas en train de travailler, tu es en train de… Enfin, t'es posé avec tes potes, tu es en train de discuter, tu es en train de… Et donc, au final, on a rarement ces moments où on est juste posé sur notre lit à rien foutre. Et qu'on avait vraiment, enfin, moi en tout cas, je l'avais ça à Tunis. Et donc, le rythme de vie entre les assos, les clubs, le sport, la charge de travail, c'est plutôt soutenu, mais au final, c'est agréable parce que les cours, on les choisit nous-mêmes, donc on aime ce qu'on fait. Mhm. Les associations, on les choisit nous-mêmes et on est avec nos potes, donc on aime ce qu'on fait. Le sport, bah, c'est tout bénef. Et sinon, si c'est pas ça, c'est qu'on est avec nos potes, c'est qu'on est posé quelque part.
et enfin voilà quoi. Et du coup, la journée paraît longue parce qu'on doit se lever tôt et la journée se termine tard. Mais c'est juste, c'est pas qu'on a beaucoup de travail, mais c'est juste qu'au milieu de la journée, on déjeune jamais, on n'a pas d'appart pour déjeuner seul à la maison. Donc, quand on déjeune au réfectoire commun, enfin voilà, on est là, on discute, on perd du temps. C'est exactement ça. C'est ça, Mais ouais. et ce qui est dur, je pense, c'est trouver un juste milieu bien entre je suis seule, là, je dois être plus efficace à travailler, et entre bon, mon déjeuner a duré 3 heures parce que j'étais avec mes potes et que j'avais pas envie de les quitter. Donc, c'est ça. Mais je pense que on trouve un juste milieu parce qu'on est tous là, on sait tous qu'on doit travailler au bout d'un moment, mais on sait tous qu'on adore rester ensemble parce que qui a envie de manger seul? Et on sait tous que après ta réunion, ta meeting avec ce club, tu as une séance d'entraînement avec cette équipe de sport. Donc on a tous les mêmes priorités, et ce qui fait que naturellement, tu trouves un juste milieu au bout d'un moment. Et je pense que c'est important de trouver du temps pour soi aussi des fois, quoi. Enfin, Ouais, c'est donc, vrai. c'est important. Et je pense que on va être honnête, il y a au moins une fois, deux, enfin il y a une semaine au moins dans le semestre où on va soit se lever à 5 heures du matin, soit dormir à 3 heures du matin, parce que, enfin, on accumule du retard, etc. On va pas se mentir, enfin, il y a beaucoup de taf quand même au final. Tu Et ouais, stresses. enfin, c'est pas anodin de trouver des gens pendant les semaines d'examen qui. Nous, il y avait même un gars qui a ramené son matelas, son oreiller et qui s'est posé, enfin, il a passé la semaine d'examen dans la bibliothèque, il dormait là-bas parce que pas le parce que pas le time. Donc voilà. Ouais. Mais vous- Tout le monde disparaît pendant les semaines d'examen. T'as juste tout le monde meurt. Genre, tu sais plus. La bibliothèque, c'est de l'anxiété. Enfin, genre, c'est assez particulier. mais oui, du coup, c'est un calendrier vraiment journalier qui est rempli de A jusqu'à Z, du petit déjeuner jusqu'au coucher. Et du coup, c'est vraiment ça qui vous a choqué, c'est le rythme de vie, c'est que ça soit rempli de A jusqu'à Z, de toujours avoir à faire, de toujours avoir. Et bah, du coup, là, on a un petit peu terminé la partie académique en quelque sorte, on va plutôt rentrer dans du personnel. Pour vous, quels sont vos ressentis et comment vous allez décrire comment vous pouvez décrire votre expérience maintenant en tant qu'étudiant à Colombe et à Harvard? Et si vous n'avez pas été du coup dans ces établissements, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que vous aviez des plans B? Est-ce que, bon, puisqu'on en parlait tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'avais pas fait Parcoursup, du coup, tu as tout misé sur les universités américaines. Toi, Lilia, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as mis des prépas à droite à gauche? Est-ce que vous avez postulé, je ne sais pas, à Londres, en Australie, en Nouvelle-Zélande? Qu'est-ce que vous avez fait? Vas-y, dis-nous, Scandal, qu'est-ce que t'as fait? Euh, Moi, c'est pas que j'avais tout misé sur les États-Unis. On va dire que les États-Unis, les, les plans B étaient peut-être tout aussi sélectifs et compétitifs qu'Harvard, mais c'était plus aussi l'optique de si je vais aller jusqu'aux États-Unis et me taper 8 heures de vol et 6 heures de décalage horaire, autant que ce soit pour quelque chose qui en vale vraiment la peine. Ouais. Parce que, enfin, au final, tu as parlé de ressenti personnel. On va pas se mentir que le premier semestre ou même la première année, c'est un peu compliqué. On est dans un environnement, en tout cas pour moi, j'étais dans un environnement vraiment différent. C'est pas facile d'être en décalage horaire avec tous ses potes, avec sa famille. Ça rend les choses plutôt compliquées. Et à la fin de la journée, enfin, le soir chez nous, il est trop tard chez eux. Donc quand nous on finit notre journée, on peut même pas appeler les parents, les amis ou la copine pour parler. C'est un peu compliqué. Mais après, dès qu'on trouve ses repères, dès qu'on trouve son groupe de potes avec lequel on est à l'aise, etc., et ça prend du temps parce que, enfin, on est 7 000 encore une fois sur le campus. Donc, dès qu'on trouve son groupe, ça va beaucoup mieux. Et là, enfin, on a des gens sur qui se reposer. Et je trouve que à ce moment-là, l'expérience est tout autre et ça change la vie. Et ça aide à vivre ce rythme vraiment, vraiment. C'est ces journées super chargées. Maintenant, moi, mon plan B, personnellement, j'ai pas fait Parcoursup parce que j'avais envoyé mon dossier à Sciences Po. Et j'avais envoyé mon dossier à Sciences Po le jour où ils ont ouvert. Et donc, j'ai reçu ma réponse très tôt. Le jour où ils ont ouvert les admissions. Et donc, j'ai reçu ma réponse très tôt. J'ai fait mon interview. J'ai eu une réponse positive. C'était Sciences Po, c'était le campus de Menton. Et donc, quand j'ai eu cette réponse, c'était avant la deadline de Parcoursup.
Et puis, j'avais tellement charbonné pour Sciences Po et les États-Unis que j'avais juste pas eu le temps de faire Parcoursup. Et je m'étais dit, si vraiment, vraiment, j'ai pas Sciences Po et si vraiment ça part en vrille, on verra. Mais là, j'ai juste pas le temps d'y penser. Et quand j'ai eu Sciences Po, et puis ensuite, une semaine avant les deadlines de Parcoursup, il y a eu les réponses des États-Unis. C'était Monsieur Fried et Monsieur Psalmon qui m'avaient dit, à ce stade, on s'en fout de Parcoursup, remplis pas, C'est clair. juste repose-toi. Et puis voilà. Ouais, j'ai eu une approche différente. Moi, parce que enfin, voilà, j'ai grandi dans une famille où la prépa, c'était une religion. Donc, Parcoursup, c'était un passage obligatoire. J'ai mis 10 prépas ECS. C'est la seule chose que j'ai mis sur Parcoursup, d'ailleurs. Ensuite, j'avais postulé, comme Scan, j'avais fait un double diplôme Sciences Po Berkeley. Donc, aussi, j'avais une réponse, c'était en janvier, j'avais une réponse positive en janvier, donc j'étais rassurée dans l'optique où je savais je savais déjà que c'était mon premier choix, quoi. En janvier, quand j'ai eu ça, je me suis dit, ah, ça me tente énormément, c'était le campus de Menton aussi, donc j'étais super intéressée, mais j'aimais bien avoir beaucoup d'options, donc j'avais postulé à université, enfin j'avais postulé à McGill et j'avais postulé à 5 universités en Angleterre. Et ensuite, j'avais aussi postulé en France. Donc j'étais un peu, voilà, on explore tout et on voit un peu ce qui se passe après. Mais là, en y repensant, je pense que c'était vraiment, je sais pas si c'était un manque de confiance, mais c'était vraiment un peu une précaution parce qu'au fond, je savais que je voulais aller aux États-Unis et je savais que c'était mon premier choix. Mais je pense qu'il y a juste une partie de moi qui me disait, bah, au cas où, en Angleterre, tu as de super belles universités aussi, au Canada, tu as de super belles universités aussi, explore un peu tout. Mais maintenant que je suis là, je suis extrêmement contente. Comme a dit Scan, au début, c'est bizarre parce que tu n'as pas ton groupe. Donc, c'est assez dur d'avoir des repères. Là, je pense avoir trouvé des gens, je pense que c'est des gens sur qui je peux absolument compter et ça fait que l'expérience sociale et ta journée typique où tu as fait toute l'après-midi et qu'après tu retrouves tes potes, bah, c'est vraiment c'est précieux et c'est beau et ça fait que ton expérience est assez géniale. Et je ne suis pas en train d'insinuer que ce n'est pas la même chose dans d'autres universités, dans d'autres pays, mais je pense qu'aux États-Unis, c'est quand même le mood de tout le monde être sur le campus et tout, c'est assez spécial et c'est beau. Aussi dire que comme tu m'avais dit, tu n'as pas été là-bas le premier semestre avec les cours en ligne, avec le Covid. Et du coup, ça a été plus difficile pour toi de vivre cette expérience. Bah, j'étais à Paris et il y avait quand même, on était 5 à être à Columbia et être à Paris en parallèle. Donc je pense que ça nous a énormément rapprochés tous les 5 parce que j'ai rencontré une fille à Paris, c'est en août. Bah, en novembre, elle était Fitouns, quoi. Et elle est restée un mois Fitouns et je l'ai présentée à tout le monde Fitouns et elle a adoré. Enfin, je pense que j'ai quand même réussi à former de belles amitiés. Mais oui, c'était dur de pas pouvoir être ici, surtout que beaucoup étaient sur le campus. Donc c'était dur pour moi mentalement de me dire, ah, je rate quelque chose. Mais c'est ce qui fait que maintenant, quand j'y suis, je vais essayer de bien d'explorer. Et je crois que même quand tu es loin du campus, tu as, accès à énormément de ressources, accès à énormément d'opportunités. Et je pense que, bah, Scan, tu vas faire un stage là, tu pourrais jamais faire ça, non? Enfin, tu vois, pour travailler, si tu es sur le campus, c'est dur. Enfin, tu as plein d'opportunités, même quand tu n'es pas sur le campus, quoi. Donc, bon. Ok. Et du coup, là, on est rentré vraiment dans l'aspect personnel. Est-ce que maintenant, au sein de vos universités, est-ce que vous êtes engagé dans des associations? Est-ce que vous avez des projets à côté? Est-ce que vous avez un job étudiant peut-être, des stages que vous faites par rapport en même temps que vos cours? Comment se passe la vie associative en quelque sorte là-bas? Tu veux y aller? Vas-y, Scan. T'as rejoint quoi comme club? J'ai rejoint quoi comme club? Moi, je pense que le premier truc qui m'avait vraiment impressionné là-bas, c'était à quel point le sport est accessible et agréable. Donc je faisais vraiment tout. Heu, j'ai bizarrement, beaucoup de mes potes que je m'étais fait étaient dans l'équipe de rugby. Moi, j'avais pas fait de rugby depuis genre la cinquième ou la quatrième au lycée, au collège et donc je me suis dit: «Pourquoi pas?»
Et, euh, et ça, c'était vraiment mon défoulement du lundi, mercredi, vendredi, les entraînements de rugby, c'était incroyable. Mais à côté, moi, j'ai rejoint un club qui est pas un club, mais qui est plus sous l'égide d'un club. C'est cette communauté de Français et d'étudiants qui sont allés dans des lycées français et qui se retrouvent un peu aux États-Unis dans une culture complètement différente. Et là, on est une dizaine ou une quinzaine d'étudiants avec le même humour, les mêmes blagues et une passion commune pour l'apéro le jeudi soir avec un verre de vin. On ne trouve pas aux États-Unis. C'est très cliché, mais Absolument vrai. putain, ça fait du bien. Et, et puis sinon, à part ça, je suis rentré cette année dans le club dans Worldman, qui est cette conférence énorme de 3000 étudiants. euh, Cette conférence annuelle de 3000 étudiants qui est organisée tous les ans dans un pays différent. En fait, d'année en année, ils changent de continent, pour être précis. Et donc, J'adore. l'année dernière et cette année, c'était censé être à Tokyo, au Japon. Donc moi, je fais tout ce je m'occupe de la logistique de la conférence. Et puis, bon, c'est triste, on va le faire en ligne, mais voilà, c'est encore une fois ces petites associations, c'est des groupes vraiment très soudés de 10 personnes qui organisent une conférence énorme. Et du coup, ça nous rapproche énormément. S'ajoute à ça un voyage et c'est Oui, super agréable. Et voilà. trop bien. Bah, je te rejoins dans le rugby, évidemment. Bah, j'ai pas pu m'en détacher, donc j'ai rejoint là, l'équipe à Columbia. Bon, là, tous nos entraînements, on n'est que 10 parce qu'on n'a pas le droit d'être plus dans l'État de New York, donc c'est pas super fun, mais c'est déjà pas mal. Et un truc, bah, comme a dit Scan, c'est 10 personnes, tu t'entraînes 2, 3 fois par semaine avec eux. Tu formes une proximité, une amitié qui est vraiment centrée initialement autour d'une passion pour le sport, mais au bout d'un moment, ça dépasse tellement ça. Et quand tu fais, bah voilà, Scandinavie, il fait 3 clubs, à chaque fois, il travaille avec des équipes différentes. Vous ne vous rendez pas compte la richesse de gens que tu rencontres et la différence entre tous ces gens. Enfin, tu es exposé à des gens tellement différents grâce à tous les clubs et tu formes des amitiés tellement différentes. Enfin, je trouve, c'est vraiment particulier et j'adore ça. Et donc, voilà, j'ai rejoint l'équipe de rugby. Il y a donc, en fait, les clubs aux États-Unis, quand tu as la culture et un groupe de personnes qui partagent la même culture, entre guillemets, qui se rejoignent et qui créent un club, c'est assez commun. Donc, il y a le club des Français. Il y a aussi, là, nous, on a un truc qui s'appelle Touraf. Donc, c'est tous les gens qui s'identifient comme étant arabes qui ont formé un club. Et enfin, c'est trop. Enfin, même si c'est des trucs sur Zoom, on rigole tellement. Parce que, comme Ediscan, c'est des gens qui. Tu t'identifies beaucoup à eux, tu as le même humour qu'eux, vous avez des blagues qui sont assez différentes que je pourrais pas trop dire devant certains Américains. Donc c'est assez agréable de passer du temps avec eux. Donc il y a ça. Et il y a aussi, là avec le Covid, il y a eu une initiative que Columbia avait fait, c'était International Students Initiative. Et c'était genre en gros, puisqu'on était beaucoup à ne pas être sur le campus des internationaux, on a formé des équipes pour organiser des événements dans les centres de Columbia. Columbia a 8 centres dans le monde, dont un à Tunis et un à Paris. Donc on devait à Paris organiser des trucs pour un peu pousser les gens qui étaient à Paris à venir. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer toute l'équipe de Columbia à Paris qui était exceptionnelle et était confrontée à tellement de monde grâce au club. Il y en a environ 500 par université, donc tu pourras vraiment tout explorer et choisir, quoi. Donc c'est assez cool. Ouais, c'est vrai que moi, le premier club que j'avais rejoint, que j'ai oublié de mentionner, c'était la communauté internationale là-bas. Et c'était ce club qui est là juste pour favoriser l'intégration des étudiants internationaux, des non-américains, qui en théorie devaient faire ça, mais dont l'objectif, enfin, non, pas l'objectif, mais l'activité préférée, c'était juste de faire des blagues sur les ricains. C'était C'est clair. hilarant, c'était tout le temps ça. Et puis d'ailleurs, la communauté internationale, à travers toutes les universités américaines, surtout sur la East Coast, elle est super soudée. Ouais. Et l'année dernière, je me rappelle qu'on était tous allés à la conférence des étudiants internationaux au Ivy League, et que c'était tenu à Columbia d'ailleurs. Mhm. Donc, on est tous déplacés à New York et rencontré, enfin,
des gens qui viennent, enfin, les Latinos, les Européens, des Africains, etc., qui venaient de un peu partout et qui venaient de plusieurs universités. C'était vraiment un choc culturel magnifique, mais on s'est vraiment éclaté. C'est mémorable. Ok, parfait. Bah, avant qu'on passe à la question sensible du financement et un peu économique des études aux États-Unis, est-ce que vous pensez qu'il y a encore quelque chose à dire par rapport au monde associatif, au monde académique, peut-être que des points qu'on a ratés? Non, peut-être. Moi, je pense juste à un conseil général. Si vous décidez de postuler à certaines universités, faites vraiment vos recherches quant aux clubs qui proposent et quant aux initiatives qu'il y a, parce que enfin, les universités, bien sûr, veulent savoir que tu as bien fait tes recherches et que tu veux bien, tu les veux eux, mais aussi, toi, en tant qu'élève, faut que tu saches que tu as vraiment le choix de faire ce que tu veux. Enfin, tu as tellement de clubs différents que, genre, quand tu rencontres une université, tu dis, ah oui, j'ai envie de postuler à Harvard, bah, va voir tous les clubs que Harvard propose. Enfin, il y en a genre 600. Regarde-les et tu trouveras toujours quelque chose que tu vas kiffer. Mais genre, ça doit rentrer en jeu parce que la vie associative, sportive et les clubs à l'Union américaine, c'est une grosse partie de ton temps. Donc, faut que ça en vaille la peine. Donc, je pense que la recherche, c'est super important. Et bah, du coup, on arrive petit à petit à la question tant attendue. Quel est le coût d'aller vivre et d'aller suivre ses études aux États-Unis? Ça part du mode de vie, de faire les courses tous les jours. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, parce qu'il y en a qui sont du coup au campus, il y en a qui peut-être préfèrent aller dans des appartements seuls. Le coût des frais de scolarité, les assurances, etc. Du coup, peut-être une fourchette, un grand nombre, comment et combien plutôt coûtent les études américaines. On est dans des cas assez différents, mais en fait, à Columbia, le truc, c'est qu'ils vont vraiment, quand tu postules, leur objectif, c'est que tu n'aies pas de dette. Ils ne veulent pas que leurs élèves sortent de Columbia avec des dettes, donc ils vont demander de montrer, enfin, ils vont demander de savoir, enfin, de voir combien tes parents gagnent d'argent, de un peu voir les salaires, et le Financial Aid Committee va juste évaluer la quantité d'argent qu'ils peuvent te donner. Donc, il y a énormément de gens, on tient à préciser, je pense que c'est important à savoir, qui reçoivent beaucoup d'aide pour être dans cette université. Et je pense qu'une grande majorité de mes proches reçoivent un pourcentage d'aide parce que l'université ne veut absolument pas que tu sortes après 4 ans et que tu aies 100 000 dollars à payer en moins. Mais donc, l'année, ça serait genre 80 000 dollars avec toute la nourriture comprise, logement, cours, tout. Et quand tu postules, ils vont te donner un pourcentage d'aide. Par exemple, ils vont te dire 40% de tes études vont être payées par Columbia ou 50, 60% ou 100% des fois. Donc, l'université peut t'aider, mais aussi il y a d'autres programmes. Je pense que Scarlett pourrait en parler plus. C'est pas 40% de tes études, c'est 40% du coût Du coup, global. au final, ok. Donc, c'est les études, les cours, la bouffe, le logement. Je ne sais pas pour vous, mais donc moi, je suis boursier et ils incluent même les prix des billets d'avion pour retourner à Tunis, l'argent de poche, les coûts d'installation de la première année, parce que plein de trucs à acheter, enfin en plus, donc c'est inclus aussi. Et en tout cas, pour Harvard, ils sont super généreux. Et enfin, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a jamais personne n'a été accepté et n'a pas pu venir à Harvard à cause de l'argent. Donc, en fait, ils regardent votre dossier, ils vous acceptent. Si le dossier est bon, ils l'acceptent. Et ensuite, ils vont regarder ce que vous avez besoin et ils vont vous donner. Et ils sont très généreux. Ça dépend d'une université à une autre. C'est ça. Parce Je que... ne sais pas, je ne vais pas parler au nom des autres universités. Je sais qu'Harvard, ils sont vraiment connus pour être très, très généreux. Ils donnent Ouais. énormément. Et mais alors, mais c'est vraiment le cadet de vos soucis. Mhm. Mais c'est vraiment le cadet de vos soucis, l'argent, parce qu'ils sont là pour faire en sorte que vous puissiez venir. Ok. Et ils vont tout faire pour, enfin, s'ils vous demandent de payer un certain montant, c'est qu'ils ont jugé que peut-être vous êtes capable de payer. Et ensuite, vous pouvez juste envoyer un mail, dire, écoutez, enfin, je pense que ça va être compliqué et voilà un peu plus de documents pour prouver ça. Et ils revoient la décision instantanément. Alors, C'est
Ouais, l'argent, c'est tout sauf un problème. Ils sont vraiment très généreux. Après, je pense que c'est important, comme il a dit, ça dépend des universités. Columbia et Harvard, par exemple, ils ne regardent pas. Il n'y aura aucune discrimination quant à le fait que tu demandes une certaine, enfin, que tu demandes de l'aide ou quoi que ce soit. Mais je sais que certaines universités vont prendre ça en considération. Donc, il faut faire ses recherches et vérifier. Mais énormément, la majorité des très bonnes universités ne vont pas du tout prendre ça en considération. Ils veulent, ils ont de l'argent, donc si ils jugent que tu en as besoin, et je pense que si tu postules en demandant, je pense que derrière il y a éventuellement vraiment du besoin, quoi. Ils vont totalement prendre en considération. Ok, du coup, Donc, c'est vraiment un système d'aide et non pas, enfin, on entend énormément des fois dans les infos, etc. Ça fait polémique que l'Ivy League, que les prix des études à l'Ivy League est vraiment exorbitante et que les gens s'endettent pour pouvoir suivre d'excellentes formations et qu'après, en ressortant, bon, bien sûr qu'ils auront des salaires assez élevés pour compenser du coup ces dettes et qui expliquent en quelque sorte le coût fort de ces formations, mais c'est vraiment des aides et non pas une course à la dette, du coup. Je pense que les dettes, c'est pas d'actualité dans les Ivy League. Je pense que c'est vraiment un concept important aux États-Unis. Beaucoup d'élèves s'endettent, beaucoup d'étudiants s'endettent, mais très peu dans ces universités-là parce qu'ils soit ils ont les moyens de vous payer vos études. ouais. Donc, Harvard, Columbia, par exemple, ne regarde pas enfin, ils regardent pas votre besoin financier. Comme j'ai dit, ils vous payent, ils acceptent, puis ils payent ce qu'ils ont à payer. Il y en a d'autres qui regardent le besoin financier en même temps que le dossier et ils se disent, bon, cet élève a besoin qu'on lui donne 70 000 $. Est-ce que cet élève vaut qu'on investisse 70 000 $? Et là, vraiment, la qualité du dossier joue. Puis, si c'est oui, bah, c'est oui et il vous donne ce dont vous avez besoin. Si c'est non, bah, c'est non. Et puis voilà, mais ils vont jamais accepter un élève puis lui dire, enfin, Ouais. débrouille-toi, ramène l'argent et voilà. Ok, parfait. Et du coup, le mode de vie que vous vivez, c'est sur le campus et enfin, c'est au choix ou c'est forcément être sur le campus et vivre comme les autres étudiants? Ça Hum, dépend. ouais, les premières années sont obligatoirement sur le campus pour nous, donc je pense à Harvard aussi. Et ensuite, certains, bah, ça, je sais pas si des gens louent des apparts à Cambridge, mais là, puisqu'on est à New York, il y a quand même pas mal d'élèves plus âgés, enfin pas les 2 premières années, plutôt troisième, quatrième année, qui décident de prendre un appartement avec des amis très proches, genre dans le Upper West Side, donc très proche de où on est sur le campus. Mais je pense que la plupart des gens ont envie de connaître cette expérience de première année dans la résidence étudiante avec un peu tous les clichés qu'on a vus dans toutes les séries américaines et c'est un peu ça la réalité, donc c'est assez drôle. Mais je pense que la majorité ont envie de connaître ça. Après, comme je dis, il y a quand même des gens qui décident de s'éloigner un peu de la vie de campus plus tard et je sais pas trop si j'en ferai partie. Pour l'instant, je compte vivre sur le campus encore 2 ans, mais tu as un peu la liberté en fait, c'est ça qui est cool, à part la première année. Ouais. Pour nous, enfin, Cambridge, c'est un peu la banlieue de Boston, donc il y a très peu d'apparts, beaucoup de villas. Euh, non, les gens ne louent pas en général. Et puis nous, le système de house à partir de la deuxième année est incroyable. Enfin, ils nous donnent des houses avec, on choisit des potes et puis ils nous mettent ensemble dans des houses par groupe. Et il y a genre une dizaine de houses et c'est un peu le système Harry Potter où les houses s'affrontent dans des compétitions sportives, académiques, etc. Et après, enfin, c'est vraiment quand on rencontre un alumni de l'université, l'une des premières questions, c'est: t'étais dans quelle house? Et là, si vous étiez dans la même house, ça y est, c'est ton père, c'est ta mère, c'est une relation, c'est particulier, quoi. Donc nous, non, très peu de gens sortent de la vie de campus parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Ok, parfait. Bah, je pense qu'on a fait quasiment le tour de tout ce qu'ils ont besoin, à savoir pour ceux qui peut-être vous rejoindront les prochaines années. Et si vous avez un dernier mot, un dernier conseil, une dernière remarque à dire avant qu'ils se lancent, du coup, enfin, je sais que cette vidéo, elle est peut-être pas faite pour les terminales puisque c'est assez tard, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt pour les générations d'après, les premières et les secondes. Mais du coup, un dernier conseil pour eux, pour avant qu'ils se lancent dans cette aventure, on va dire ça comme ça. Euh, un dernier conseil. Moi, je pense que le plus important, en vrai,
de tout ce qu'on a dit, c'est super important et ça compte dans le dossier. Mais il y a une chose, et c'est la seule chose qui fait la différence entre quelqu'un qui va être pris et quelqu'un qui ne va pas être pris. C'est la seule condition sine qua non. Et la différence, c'est que la personne qui a été prise, bah, elle a eu le courage d'envoyer son dossier. Ouais. C'est- Ah non, mais je suis totalement clairement c'est- parce que là, on vous a bombardé d'informations parce qu'il y a énormément enfin, il y a pas mal de prérequis et c'est beaucoup de travail. Donc ça, c'est un conseil. Enfin, vous allez devoir taffer, quoi. On ne va pas vous le cacher. Mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir cette volonté-là, mais qui en fin de compte vont pas avoir le courage d'envoyer et de se dire d'exposer toutes ces émotions dans un essai, de demander à 36 000 profs d'écrire sur toi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui demandent énormément de courage et enfin, voilà, faut avoir la volonté. Et je pense que juste lancez-vous, quoi. Enfin, si vous avez des questions, Scandale et moi, on est là. Mais il a fait toute cette initiative. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives qui se font pour vous guider, pour vous aider et pour vous motiver parce que ça en vaut la peine, comme on vous l'a dit. Et Vous ne allez-y. pourrez jamais savoir si vous avez le niveau ou pas si vous n'envoyez pas votre dossier. Enfin, vraiment, c'est obligatoire. C'est le seul moyen d'être pris. Ces gens-là, c'est comme la recette du Coca-Cola. On ne connaît pas la recette magique pour être pris. Et il n'y en a pas. Et il n'y a pas de formule, et il n'y a pas de checklist. Et vraiment, il y a des gens qui sont pris et qui s'y attendaient pas. Et il faut juste se lancer. Enfin, si on ne se lance pas, c'est sûr qu'il n'y aura pas de résultat. Si on se lance, On verra. on verra. Mais c'est déjà ça. Oser avant tout, puis oser, on va dire ça comme ça. Bah, c'est sur ces belles paroles qu'on va. Bah, je pense qu'on arrive à la fin. Je sais pas, bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions à peu près. Tout le monde a le bagage nécessaire pour se lancer du coup dans ce American Dream ou tout simplement de vouloir poursuivre ses études aux États-Unis. Comme vous a dit Lilia et Skander auront, je suppose, un grand plaisir à répondre à vos questions s'il y en a encore. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et bah, bonne chance. C'est peut-être pas très commun qu'on trouve vraiment des étudiants tunisiens qui réussissent et qui arrivent du coup aux meilleures universités au monde et aux meilleures universités américaines. Mais comme vous l'a dit Skander, le plus important, c'est d'oser et sûrement le reste viendra. Du coup, bonne soirée et j'espère que ça vous a aidé. Salut! Au revoir.